Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le diagramme de Bode. Nous allons parler des éléments relatifs à ce diagramme, en particulier du gain en décibels et des axes semi-logarithmiques. Je terminerai cette vidéo par quelques avantages et inconvénients du diagramme de Bode. Dans la vidéo suivante, je présenterai deux exemples fondamentaux sur le dérivateur et l'intégrateur. Commençons tout de suite par donner des généralités sur le diagramme de Bode et faire un petit rappel sur les logarithmes. Henry Wright Bode fut un ingénieur américain né en 1905 et décédé en 1983. Il a travaillé au fameux laboratoire Bell, qui ont mis au point de nombreuses technologies durant le XXe siècle. Et en 1938, il a mis au point une technique de représentation de la fonction de transfert, en fonction de la fréquence, qu'on a appelé le diagramme de Bode. Ce diagramme consiste en deux graphiques, un graphique qui permet de tracer le gain en décibels de la fonction de transfert, c'est-à-dire 20 log du module de la fonction de transfert, et l'argument de celle-ci. L'axe des abscisses, donc l'axe des fréquences, est gradué en logarithme, ce qui, comme je l'expliquais à la fin de la vidéo précédente, nous permettra de compresser la représentation en fréquences et de représenter une large bande de fréquences sur un graphique de taille standard. Et l'axe des ordonnées est gradué linéairement, de manière classique. Je vais finir cette introduction par quelques rappels rapides sur les logarithmes. Le logarithme en base 10 est la fonction réciproque de 10 puissance x. Pour tout x strictement positif, si y égale logarithme de x ou log de x égale 10 puissance y. Le logarithme n'est pas défini en 0 puisque sa limite quand x tend vers 0 est moins l'infini. Quelques propriétés, logarithme de 1 égale 0 et logarithme de 10 égale 1. On va avoir log de a fois b égale log de a plus log de b. Le logarithme permet de décomposer une multiplication en addition. En utilisant cette propriété, on aura ensuite log de 100 égale 2, log de 1000 égale 3, donc logarithme de 10 puissance n égale n. Et de la même manière, logarithme de x puissance n égale n log de x. Et toujours en utilisant cette propriété, on a logarithme de a sur b, donc c'est logarithme de a fois b puissance moins 1, c'est égal à logarithme de a moins logarithme de b. Dernier petit rappel, pour x compris strictement entre 0 et 1, logarithme de x est négatif. Rentrons maintenant dans le vif du sujet et parlons du gain en décibels. Nous allons parler dans un premier temps du gain en puissance qui va nous servir à donner la définition initiale du gain. Considérons un système linéaire. Nous avons en entrée la puissance d'entrée, PE, et en sortie la puissance de sortie, PS. Le gain est défini comme le logarithme du rapport de la puissance de sortie sur la puissance d'entrée, et son unité est le Bell. Le Bell a été donné en hommage à Alexander Graham Bell, qui fut un scientifique américain né en 1847 et décédé en 1922, et qui est l'un des inventeurs du téléphone. Il n'y a pas que cette unité qui a été donnée en hommage à Graham Bell, les laboratoires Bell portent son nom, et c'est les laboratoires Bell qui ont demandé la normalisation de cette unité, et qui ont proposé ce nom en hommage aux mêmes scientifiques qui avaient donné le nom de leur laboratoire. Donc le gain permet de compresser le rapport de la puissance de sortie sur la puissance d'entrée grâce au logarithme. Alors on n'utilise pas cette définition directement en Bell, on va utiliser une définition en décibels, c'est-à-dire le gain égale 10 fois le logarithme de PS sur PE. Un décibel c'est 1/10 de Bell, déci pour 1/10. Si on trace une échelle qui représente le rapport des puissances d'un côté et qu'on y associe le gain, on peut déjà faire une première constatation. Lorsque la puissance de sortie est inférieure à la puissance d'entrée, on va être en atténuation, c'est-à-dire que le rapport va être compris entre 0 et 1. Et lorsque la puissance de sortie est supérieure à la puissance d'entrée, on va être en amplification. Donc on va avoir la notion d'atténuation qui va être associée à des gains négatifs et la notion d'amplification qui va être associée à des gains positifs. On a transformé des notions qui ont une signification par rapport à 1 en des notions qui ont une signification par rapport à 0, donc positive et négative. Un exemple fondamental, si la puissance de sortie est égale à 2 fois la puissance d'entrée, on aura le gain en décibels égal 10 fois le logarithme de 2 PE sur PE, donc 10 log de 2. Log de 2 c'est à peu près égal à 0,3, donc 10 log de 2 c'est à peu près 3 décibels. Donc le doublement de la puissance de sortie par rapport à la puissance d'entrée correspond à un gain de plus 3 décibels. On voit ici qu'on a transformé une multiplication en addition. On a multiplié la puissance par 2, donc on a ajouté 3 décibels. Si on remultiplie la puissance par 2, on va encore ajouter 3 décibels. Donc en tout, si on multiplie la puissance par 4, on va ajouter 6 décibels. Ça revient à faire 10 log de 4. Et ça va fonctionner pareil pour la division.
avec des soustractions de gains. Si on multiplie cette fois-ci par 0,5, c'est-à-dire qu'on divise la puissance par 2, le gain va être égal à moins 3 décibels. Autre point de référence, si on multiplie la puissance par 10, on aura un gain de plus 10 décibels. Si on divise la puissance par 10, on aura un gain de moins 10 décibels. Sur l'échelle que j'ai représentée, on peut donc placer par exemple 10 puissance moins 9, donc une puissance divisée par 1 milliard. On aurait donc moins 90 dB. 10 puissance moins 6, donc divisé par 1 million, correspondrait à moins 60 dB. Et ainsi de suite. Conclusion, on a réussi à compresser cette échelle depuis des valeurs extrêmement faibles vers des valeurs extrêmement grandes, et pour cet exemple, entre moins 90 décibels et plus 90 décibels. Dernier point de référence, on fait le contraire, si on augmente de plus 1 décibel, on va avoir la puissance multipliée par 1,26. Il suffit de prendre l'opération inverse, c'est-à-dire 10 puissance, le gain divisé par 10. Et puis un gain de moins 1 décibel, on aurait une puissance divisée par 1,26, donc à peu près multipliée par 0,8. Le gain en puissance est intéressant, même fondamental dans l'étude d'un système, mais nous allons utiliser une définition plus adaptée à l'étude des fonctions de transfert. Pour cela, nous allons partir de la définition de la puissance moyenne sur une résistance. On n'oublie pas que nous fonctionnons en régime sinusoïdal, donc tous les signaux sont sinusoïdaux. Par rapport à la tension, la puissance moyenne est égale à l'amplitude U au carré divisé par 2R. Si on reprend la notation complexe, l'amplitude, c'est le module du complexe associé. Donc la puissance moyenne va être égale au module au carré divisé par 2R. Et on peut faire le même calcul par rapport au courant. Si on reprend la définition du gain en décibels donnée précédemment, on va avoir GdB égale 10 log de PS sur PE. En considérant que la résistance pour l'entrée et la sortie est la même, pour l'instant je passe sur ça rapidement, et en remplaçant la puissance par la définition, par exemple en fonction de la tension, on va obtenir 10 logarithmes du module de US sur module de UE au carré. Grâce aux propriétés du logarithme, on peut transformer ça. On va donc obtenir la définition du gain en tension qui va être 20 logarithmes du module de US sur module de UE, donc 20 logarithmes du module de la fonction de transfert. Et on peut faire la même chose avec le gain en courant par rapport à la fonction de transfert en courant. On va donc avoir, comme pour la définition initiale, une représentation des atténuations pour des gains négatifs et une représentation des amplifications pour des gains positifs, avec un tracé sur une échelle des abscisses en fréquence. Le gain égale 20 logarithmes du module de la fonction de transfert. On peut inverser cette formule et obtenir que le module de la fonction de transfert égale 10 puissance le gain divisé par 20 cette fois-ci. Il suffit de prendre le gain à une fréquence donnée en lisant le diagramme de Bott par exemple et d'appliquer cette formule afin de retrouver la version linéaire du module de la fonction de transfert, donc en définitive la modification de l'amplitude du signal de sortie par rapport à celle du signal d'entrée. Je reprends les mêmes points de repère que tout à l'heure. On avait la puissance de sortie sur la puissance d'entrée égale 2. On a vu que ce rapport de puissance était lié au carré du module de la fonction de transfert. Donc le module de la fonction de transfert égale la racine de 2 correspond à un gain de 3 décibels. Si le module de la fonction de transfert est égal à 10, on va avoir une augmentation du gain de plus 20 décibels. De la même manière, 1 dixième nous donnerait moins 20 décibels. Autre point de repère, un gain de plus 1 décibel nous donne un rapport d'amplitude d'entrée-sortie de 1,12 cette fois-ci, et un gain de moins 1 décibel nous donnerait environ 0,89. Expliquons maintenant la graduation logarithmique de l'axe des abscisses. Un axe linéaire standard possède des graduations placées à intervalles réguliers, et par exemple ici, pour les valeurs entières, on va placer sur une graduation la valeur suivante. On a donc une répartition linéaire et équitable des valeurs sur l'axe. Maintenant, dans le cas d'un axe gradué de manière logarithmique, on va toujours placer des graduations à intervalles réguliers, espacés de 1, mais on ne va pas leur affecter la valeur entière suivante. Faisons un zoom sur la première. Logarithme de 1 égale 0, c'est-à-dire qu'à la position numéro 0, nous allons placer 1. Logarithme de 10 égale 1, donc à la position 1, nous allons placer 10. Entre ces deux bornes, nous allons répartir les valeurs entières qui restent de manière logarithmique. Logarithme de 2 égale 0,3, donc nous allons placer 2 à la position 0,3 sur l'axe. Logarithme de 3 égale 0,48, donc nous allons placer 3 à la position 0,48. Logarithme de 4 égale 0,6, donc 4 est placé à la position 0,6, et ainsi de suite pour les autres valeurs. On a donc une répartition qui n'est plus linéaire sur l'axe, mais qui est logarithmique.
on voit que les petites valeurs occupent une plus grande place et que les grandes valeurs sont plus resserrées sur la droite. 2 mots de vocabulaire avant d'expliquer la suite. Lorsqu'on multiplie la fréquence par 10, on appelle ça une décade, et lorsqu'on multiplie la fréquence par 2, on appelle ça une octave. La même octave que l'on a en musique. Le changement d'octave en musique correspond à une multiplication par 2 de la fréquence des signaux musicaux. Ainsi, sur notre axe logarithmique général, si on redézoome, on va avoir la répartition des valeurs entre 1 et 10 qui correspond à la graduation entre 0 et 1. Sur la graduation suivante, on va avoir la répartition des valeurs entre 10 et 100, parce que le logarithme de 100 égale 2. Puis après, entre 100 et 1000, puis entre 1000 et 10 puissance 4, etc., etc. Donc, de la même manière que ce qu'on a fait pour le gain, on a compressé toutes les valeurs en les répartissant de cette manière sur l'axe. Et on voit que chaque décade est représentée avec la même longueur sur l'axe. La décade de 1 à 10 est représentée avec la même longueur que celle de 10 à 100, que celle de 100 à 1000, etc., etc. Alors ce n'est pas un problème, on va voir que c'est tout à fait adapté à ce qu'on va avoir besoin de faire. Un petit point quand même, on a vu que le logarithme de 1 égale 0, ce qui fait que pour toutes les valeurs qui sont inférieures à 1, on va être gradué de la même manière, mais à gauche de cet axe. Et on sait que la limite quand f tend vers 0 du logarithme tend vers moins l'infini. En fait, le 0 n'est pas représentable sur cet axe. On ne peut pas représenter en fait le signal continu, la fréquence nulle. Ce n'est pas un problème non plus, on verra pourquoi. Mais attention à ne pas tomber dans ce piège. En définitive, les axes que l'on va utiliser pour le diagramme de Bode sont représentés de cette manière, c'est-à-dire à la manière d'une grille. On va avoir la grille dans le sens des abscisses, dans le sens des fréquences, représentée avec des graduations logarithmiques, et la grille dans le sens des ordonnées, représentée de manière linéaire. On appelle ça des axes semi-logarithmiques, puisqu'il n'y en a qu'un seul sur les deux qui est logarithmique. On va utiliser à chaque fois 2 grilles, une grille pour représenter le gain en décibels, et en fait la compression verticale pour le gain est directement dans la formule, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'axe logarithmique pour le gain, et une deuxième grille pour l'argument. Alors là, je vous représente un exemple. Suivant le cas d'étude que l'on mène, on va plus ou moins avoir besoin de décades, puisqu'on va devoir mener des études sur des bandes de fréquences plus ou moins grandes. Et de la même manière, si les amplitudes sont plus ou moins élevées, on va avoir une grille qui va être plus ou moins grande en verticale. L'argument, lui, est plus borné. Si on normalise le déphasage entre deux signaux, on va être entre moins pi et pi, ou 0 et 2 pi. Donc la grille pour la phase est généralement plus petite en ordonnée et bornée. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien pour le téléchargement de grilles semi-logarithmiques afin de tracer vos propres diagrammes de Bode et de suivre les différents exemples de cette série de vidéos. Pour ceux qui font du LaTeX, vous trouverez aussi les versions LaTeX afin de pouvoir générer ce que vous souhaitez. Quels sont les avantages et inconvénients majeurs du diagramme de Bode? Parmi les avantages, on peut avoir une représentation de fortes variations d'amplitude grâce à la compression du gain sur de larges bandes de fréquences. Le gain permet aussi une linéarisation du module. Si une fonction de transfert s'écrit comme le produit de deux fonctions de transfert T1 et T2, le module est donc le produit des deux modules. Si on passe ça à la moulinette du gain, on va donc avoir la somme des deux gains grâce aux propriétés de transformation de produit en somme du logarithme. Donc le gain total va être le gain de la première fonction de transfert plus le gain de la deuxième fonction de transfert. En définitive, on va pouvoir faire des additions graphiques de gains et des simplifications d'études. Et on peut faire la même chose avec les arguments, mais là il n'y a pas besoin de passer par un logarithme, parce que l'argument d'un produit de complexe est déjà la somme des arguments. Donc on va pouvoir aussi faire des additions graphiques d'arguments. Un des inconvénients du diagramme de Bode est qu'on ne peut pas représenter la fréquence nulle, c'est-à-dire un signal continu. En fait, c'est un faux problème. On va se rendre compte qu'on va avoir des comportements en limite ou des comportements asymptotiques, c'est-à-dire une limite graphique en basse et en haute fréquence. Et donc en basse fréquence, en allant vers la limite, on pourra avoir le fonctionnement en continu, sans aucun problème. Dans la vidéo suivante, je vous ferai 2 exemples, le diagramme de Bode d'un dérivateur et le diagramme de Bode d'un intégrateur. Portez-vous bien!